Donc, je vais vous parler du brolucizumab et de l'efficacité, mes liens d'intérêt. Donc, quand on parle d'efficacité d'un produit, évidemment, on a des attentes. On a des attentes sur qu'est-ce que c'est qu'une efficacité qui est supérieure au traitement disponible. Est-ce que c'est une efficacité qui va être prolongée dans le temps? À ce moment-là, on parle de durabilité, de moins d'injections. Est-ce que c'est une efficacité sur les paramètres de jugement? Quels sont les paramètres de jugement qu'on utilise d'habitude, donc l'acuité visuelle et les caractéristiques anatomiques sur l'OCT, donc avec le liquide intrarétinien, sous-rétinien et un peu moins le liquide sous l'épithélium pigmentaire. On va regarder aussi le fond d'œil avec la présence d'hémorragie. Et enfin, pour qu'un nouveau traitement soit pas efficace, mais qui soit en tout cas utilisé, il faut une efficacité et un bon profil de tolérance. Donc la petite nouvelle, c'est le brolucizumab que vous voyez ici, qui est une molécule beaucoup plus petite que l'aflibercept et le ranibizumab, ce qui permet une concentration augmentée et une diffusion dans les tissus rétiniens. Je vais commencer par un cas clinique parce que le CHU de Nice, ça fait partie de l'étude arrière. Et donc là, vous avez une des patientes, puisqu'il y a une levée d'aveugle, qui a été traitée par brolucizumab. Donc c'est une patiente de 91 ans, comme quoi il n'y a pas d'âge pour aimer, pour être traitée. Qui avait présenté une baisse d'acuité visuelle unilatérale gauche, pas d'antécédent spécifique en dehors d'un tremblement essentiel. L'acuité visuelle était de 58 lettres ETDRS à l'entrée. Pourquoi je l'ai mis en rouge, vous verrez ensuite. Donc la consultation initiale, le 4 mars 2016, son OCT, donc avec du gris, des liquides sous-rétiniens, un décollement d'épithélium pigmentaire, des beaux néovaisseaux sous-épithéliaux sur la consultation initiale. Donc, en fait, elle est randomisée dans l'étude arrière avec, dans le bras, brolucizumab, 6 mg. Donc, elle va commencer en fait par avoir 3 injections de brolucizumab, puis une évaluation à 16 semaines. Et à 16 semaines, en fonction de critères, elle va pouvoir être basculée soit sur le groupe qui va continuer à 12 semaines, soit un groupe avec une injection toutes les 8 semaines. Mais une fois que les patients étaient dans le groupe toutes les 8 semaines, mais ils restaient dans les 8 semaines. C'est-à-dire que vous pouviez avoir des ascenseurs pour passer de Q12 à Q8 sur le bras brolu, mais pas d'ascenseur pour repasser de Q8 à Q12, même si ça allait très bien. Le bras aflibercept, eh bien, c'était 3 injections initiales, puis du 2Q8. Donc, qu'est-ce qui s'était passé pour cette patiente? Eh bien, en fait, vous avez les images ici après la première IVT, donc 1 mois. On a déjà un très très beau résultat anatomique, l'acuité visuelle à 65 lettres. Après la deuxième IVT, 67 lettres. Après la troisième IVT, on est à 73 lettres. Et c'est vrai que donc, c'était sec depuis la première IVT. On a donc là l'évaluation à la semaine 16, qui est l'évaluation où finalement les deux schémas et tous les bras avaient eu le même schéma de traitement, à savoir 3 injections et l'évaluation à la semaine 16. Et donc les critères pour juger l'efficacité, c'est-à-dire pour savoir si le patient passait de Q12 à Q8, c'était une baisse d'acuité visuelle supérieure ou égale à 5 lettres par rapport à la visite initiale, ou une baisse d'acuité visuelle et une augmentation de l'épaisseur rétinienne, ou une baisse d'acuité visuelle un peu plus importante liée à l'activité néovasculaire, ou bien des nouvelles zones de liquide intrarétinien. Et à ce moment-là, s'il y avait un seul critère, on passait de Q12 à Q8. Et là, c'est incompréhensible, parce qu'il y a 2 équipes, en fait, il y a des équipes masquées et des équipes non masquées. La patiente n'avait aucun fluide, aucune baisse d'acuité visuelle, puisque l'acuité visuelle initiale était à 58, et là on était à 61, et pourtant, les investigateurs masqués ont décidé un passage en Q8. Comme quoi, dans les études cliniques, parfois on a beau essayer de tout maîtriser, on ne maîtrise pas tout. Donc, évidemment, elle est passée dans le bras Q8 en brolucizumab, et donc, même si tout va bien, elle ne peut pas remonter en Q12. Donc, on l'a suivie régulièrement, comme prévu par le protocole, en Q8. Elle n'est pas venue à 3 visites parce qu'elle était en vacances. Et on n'a remarqué aucune récidive clinique. L'acuité visuelle maximale était quand même de 80 lettres, obtenue 1 an après la première IVT. Et pour la visite de fin d'études, on avait 78 lettres TDRS et un très beau profil, donc en absence de récidive sur cette période, mais du coup en 2Q8 au lieu de Q12. Voici donc la dernière angiographie. Donc, que nous disent les études cliniques? Évidemment, on a surtout Hawk et arrière. Là, je vous remets en fait le schéma de l'étude. Qu'est-ce que ça donne maintenant en résultat sur ce qu'on va prendre comme étant des critères d'efficacité? Donc, l'acuité visuelle, l'OCT avec les épaisseurs rétiniennes et puis la présence de fluide. Eh bien, si on prend l'acuité visuelle, il y a une non-infériorité
à la semaine 48 et la semaine 96 entre les bras brolucizumab et le bras aflibercept. En ce qui concerne cependant ici de façon poolée la présence de liquide intrarétinien et ou de liquide sous-rétinien, il y a une différence statistique entre les bras brolucizumab et le bras aflibercept dès la 12e semaine qui va se maintenir en fait à la semaine 16, puis à la semaine 48 et à la semaine 96. Alors parfois vous avez en fait deux schémas puisque vous avez Hawke et vous avez Harrier qui sont donc des études similaires. Si on prend maintenant le fluide intrarétinien isolément, et bien là en fait la résolution était similaire entre le brolucizumab et l'aflibercept à la semaine 16, 48 et 96 dans les deux études. Si on prend de façon isolée le liquide sous-rétinien, et bien là il y a une supériorité anatomique du brolucizumab versus l'aflibercept sur toutes les semaines, enfin sur tous les endpoints, donc 16, 48 et 96. Si on regarde en fait le fluide sous l'épithélium pigmentaire, donc c'est l'affaissement de l'épithélium pigmentaire, il y a aussi une supériorité anatomique du brolucizumab versus aflibercept sur les semaines 16, 48 et 96, bien que maintenant quand même on ne considère pas le fluide sous l'EP comme drivant forcément nos attitudes thérapeutiques par rapport en tout cas à l'importance du fluide intrarétinien et ou sous-rétinien. Si on regarde maintenant les patients qui ont continuellement présenté du fluide intra- et ou sous-rétinien à la semaine 48 et à la semaine 96, eh bien, il y en avait moins dans les groupes brolucizumab versus aflibercept. En ce qui concerne l'épaisseur rétinienne, la réduction était supérieure avec le brolucizumab versus aflibercept. Alors là, attention, vous voyez qu'il y a des petites ondulations sur le 2Q8 de l'aflibercept et on semble ne pas avoir d'ondulation sur le brolu, mais pour le brolu, en fait, vous avez donc plusieurs groupes, le 3 mg, le 6 mg, et sur les différentes couleurs étaient en fait poolées les données du 2Q8 et du Q12. Donc ça peut avoir un petit effet de lissage. Sur la durabilité, eh bien en fait, la moitié des patients, donc le pool de patients initial qui était dans le groupe brolucizumab, eh bien il y a à peu près 50% de ces patients qui ont fait une année, qui ont été dans le Q12 d'emblée et qui sont restés sur le Q12 sur une année. Si on présente les choses différemment, c'est-à-dire que si on prend ces 50% de patients ou tout le groupe de patients, plus justement, qui est dans le groupe Q12, eh bien 80% de ces patients qui ont initié le Q12 sont restés en Q12 jusqu'à la semaine 48, et encore 80% de ces patients qui sont restés à Q12 en semaine 48 sont restés en Q12 jusqu'à la semaine 96. Donc, en synthèse, c'est un traitement qui est efficace sur le liquide sous-rétinien, sur le liquide sous l'EP, sur l'assèchement de la rétine, mais la problématique pour laquelle je vais passer la parole à Laurent, c'est la problématique de la safety.